esclavage et évasion. Ce fut un grand malheur pour moi, dans toutes ces aventures, que je ne fisse point, à bord, le service comme un matelot. À la vérité j'aurais travaillé plus rudement que de coutume, mais en même temps je me serais instruit des devoirs et de l'office d'un marin, et, avec le temps, j'aurais pu me rendre apte à faire un pilote ou un lieutenant, sinon un capitaine. Mais ma destinée était toujours de choisir le pire, parce que j'avais de l'argent en poche et de bons vêtements sur le dos, je voulais toujours aller à bord comme un gentleman, aussi je n'eus jamais aucune charge sur un bâtiment et ne sus jamais en remplir aucune. J'eus la chance, dès mon arrivée à Londres, de tomber en assez bonne compagnie, ce qui n'arrive pas toujours aux jeunes fous libertins et abandonnés comme je l'étais alors, le démon ne tardant pas généralement à leur dresser quelques embûches, mais pour moi il n'en fut pas ainsi. Ma première connaissance fut un capitaine de vaisseau qui, étant allé sur la côte de Guinée avec un très grand succès, avait résolu d'y retourner. Ayant pris goût à ma société, qui alors n'était pas du tout désagréable, et m'ayant entendu parler de mon projet de voir le monde, il me dit, si vous voulez faire le voyage avec moi, vous n'aurez aucune dépense, vous serez mon commensal et mon compagnon, et si vous vouliez emporter quelque chose avec vous, vous jouiriez de tous les avantages que le commerce offrirait, et peut-être y trouveriez-vous quelques profits. J'acceptai l'offre, et me liant d'étroite amitié avec ce capitaine, qui était un homme franc et honnête, je fis ce voyage avec lui, risquant une petite somme, que par sa probité désintéressée, j'augmentai considérablement, car je n'emportais environ que pour 40 livres sterling de verroterie et de babioles qu'il m'avait conseillé d'acheter. Ces 40 livres sterling, je les avais amassés par l'assistance de quelques-uns de mes parents avec lesquels je correspondais, et qui, je pense, avaient engagé mon père ou au moins ma mère à contribuer d'autant à ma première entreprise. C'est le seul voyage où je puis dire avoir été heureux dans toutes mes spéculations, et je le dois à l'intégrité et à l'honnêteté de mon ami le capitaine. En outre j'y acquis aussi une suffisante connaissance des mathématiques et des règles de la navigation, j'appris à faire l'estime d'un vaisseau et à prendre la hauteur, bref à entendre quelques-unes des choses qu'un homme de mer doit nécessairement savoir. Autant mon capitaine prenait de plaisir à m'instruire, autant je prenais de plaisir à étudier. En un mot ce voyage me fit tout à la fois marin et marchand. Pour ma pacotille, je rapportai donc 5 livres 9 onces de poudre d'or, qui me valurent, à mon retour à Londres, à peu près 300 livres sterling.
et me remplirent de pensées ambitieuses qui, plus tard, consommèrent ma ruine. Néanmoins, j'eus en ce voyage mes disgrâces aussi, je fus surtout continuellement malade et jeté dans une violente calenturin par la chaleur excessive du climat, notre principal trafic se faisant sur la côte depuis le 15e degré de latitude septentrionale jusqu'à l'équateur. Je voulais alors me faire marchand de Guinée, et pour mon malheur, mon ami étant mort peu de temps après son arrivée, je résolus d'entreprendre encore ce voyage, et je m'embarquai sur le même navire avec celui qui, la première fois, en avait été le contremaître, et qui alors en avait obtenu le commandement. Jamais traversée ne fut plus déplorable, car bien que je n'emportasse pas tout à fait 100 livres sterling de ma nouvelle richesse, laissant 200 livres confiés à la veuve de mon ami, qui fut très fidèle dépositaire, je ne laissai pas de tomber en de terribles infortunes. Notre vaisseau, cinglant vers les Canaries, ou plutôt entre ces îles et la côte d'Afrique, fut surpris, à l'aube du jour, par un corsaire turc de Salé, qui nous donna la chasse avec toute la voile qu'il pouvait faire. Pour le parer, nous forçâmes aussi de voile autant que nos vergues en purent déployer et nos mâts en purent charrier, mais, voyant que le pirate gagnait sur nous, et qu'assurément avant peu d'heures il nous joindrait, nous nous préparâmes au combat. Notre navire avait 12 canons et l'écumeur en avait 18. Environ à 3 heures de l'après-midi, il entra dans nos eaux, et nous attaqua par méprise, juste en travers de notre hanche, au lieu de nous enfiler par notre poupe, comme il le voulait. Nous pointâmes 8 de nos canons de ce côté, et lui envoyâmes une bordée qui le fit reculer, après avoir répondu à notre feu et avoir fait faire une mousqueterie à près de 200 hommes qu'il avait à bord. Toutefois, tout notre monde se tenant couvert, pas un de nous n'avait été touché. Il se prépara à nous attaquer de rechef, et nous, de rechef, à nous défendre. Mais cette fois, venant à l'abordage par l'autre flanc, il jeta 60 hommes sur notre pont, qui aussitôt coupèrent et hachèrent nos agrès. Nous les accablâmes de coups de demi-pique, de coups de mousquet et de grenades d'une si rude manière, que 2 fois nous les chassâmes de notre pont. Enfin, pour abréger ce triste endroit de notre histoire, notre vaisseau étant désemparé, 3 de nos hommes tués et 8 blessés, nous fûmes contraints de nous rendre, et nous fûmes tous conduits prisonniers à Salé, port appartenant aux morts. Là, je reçus des traitements moins affreux que je ne l'avais appréhendé d'abord.
ainsi que le reste de l'équipage, je ne fus point emmené dans le pays à la cour de l'empereur, le capitaine du corsaire me garda pour sa part de prise, et, comme j'étais jeune, agile et à sa convenance, il me fit son esclave. À ce changement subit de conditions, qui, de marchand, me faisait misérable esclave, je fus profondément accablé, je me ressouvins alors du discours prophétique de mon père, que je deviendrais misérable et n'aurais personne pour me secourir, je le crus ainsi tout à fait accompli, pensant que je ne pourrais jamais être plus mal, que le bras de Dieu s'était appesanti sur moi et que j'étais perdu sans ressources. Mais là, ce n'était qu'un avant-goût des misères qui devaient me traverser, comme on le verra dans la suite de cette histoire. Mon nouveau patron ou maître m'avait pris avec lui dans sa maison, j'espérais aussi qu'il me prendrait avec lui quand de nouveau il irait en mer, et que tôt ou tard son sort serait d'être pris par un vaisseau de guerre espagnol ou portugais, et qu'alors je recouvrerais ma liberté. Mais cette espérance s'évanouit bientôt, car lorsqu'il retournait en course, il me laissait à terre pour soigner son petit jardin et faire à la maison la besogne ordinaire des esclaves, et quand il revenait de sa croisière, il m'ordonnait de coucher dans sa cabine pour surveiller le navire. Là, je songeais sans cesse à mon évasion et aux moyens que je pourrais employer pour l'effectuer, mais je ne trouvais aucun expédient qui offrît la moindre probabilité, rien qui pût faire supposer ce projet raisonnable, car je n'avais pas une seule personne à qui le communiquer, pour qu'elle s'embarquât avec moi, ni compagnon d'esclavage, ni anglais, ni irlandais, ni écossais. De sorte que pendant 2 ans, quoique je me berçasse souvent de ce rêve, je n'entrevis néanmoins jamais la moindre chance favorable de le réaliser. Au bout de ce temps environ il se présenta une circonstance singulière qui me remit en tête mon ancien projet de faire quelques tentatives pour recouvrer ma liberté. Mon patron restant alors plus longtemps que de coutume sans armer son vaisseau, et, à ce que j'appris, faute d'argent, avait habitude, régulièrement 2 ou 3 fois par semaine, quelquefois plus si le temps était beau, de prendre la pinasse du navire et de s'en aller pêcher dans la rade. Pour tirer à la rame il m'emmenait toujours avec lui, ainsi qu'un jeune morisque, nous le divertissions beaucoup, et je me montrais fort adroit à attraper le poisson, si bien qu'il m'envoyait quelquefois avec un mort de ses parents et le jeune garçon, le morisque, comme on l'appelait, pour lui pêcher un plat de poisson. Une fois, il arriva qu'étant allé à la pêche, un matin, par un grand calme, une brume s'éleva si épaisse que nous perdîmes de vue le rivage, quoique nous n'en fussions pas éloignés d'une demi-lieue.
Ramant à l'aventure, nous travaillâmes tout le jour et toute la nuit suivante, et, quand vint le matin, nous nous trouvâmes avoir gagné le large au lieu d'avoir gagné la rive. Cependant nous l'atteignîmes, à la vérité non sans beaucoup de peine et non sans quelque danger, car dans la matinée le vent commença à souffler assez fort, et nous étions tout mourants de faim. Or, notre patron, mis en garde par cette aventure, résolut d'avoir plus soin de lui à l'avenir, ayant à sa disposition la chaloupe de notre navire anglais qu'il avait capturé, il se détermina à ne plus aller à la pêche sans une boussole et quelques provisions, et il ordonna au charpentier de son bâtiment, qui était aussi un anglais esclave, d'y construire dans le milieu une chambre de parade ou cabine semblable à celle d'un canot de plaisance, laissant assez de place derrière pour manier le gouvernail et border les écoutes, et assez de place devant pour qu'une personne ou deux puissent manœuvrer la voile. Cette chaloupe cinglée avec ce que nous appelons une voile d'épaule de mouton qu'on amurait sur le faîte de la cabine, qui était basse et étroite, et contenait seulement une chambre à coucher pour le patron et un ou deux esclaves, une table à manger, et quelques équipés pour mettre des bouteilles de certaines liqueurs à sa convenance, et surtout son pain, son riz et son café. Sur cette chaloupe, nous allions fréquemment à la pêche, et comme j'étais très habile à lui attraper du poisson, il n'y allait jamais sans moi. Or, il advint qu'un jour, ayant projeté de faire une promenade dans ce bateau avec 2 ou 3 morts de quelque distinction en cette place, il fit de grands préparatifs, et, la veille, à cet effet, envoya au bateau une plus grande quantité de provisions que de coutume, et me commanda de tenir près 3 fusils avec de la poudre et du plomb, qui se trouvaient à bord de son vaisseau, parce qu'il se proposait le plaisir de la chasse aussi bien que celui de la pêche. Je préparai toutes choses selon ses ordres, et le lendemain au matin j'attendais dans la chaloupe, lavée et parée avec guidon et flamme au vent, pour la digne réception de ses hôtes, lorsqu'incontinent mon patron vint tout seul à bord, et me dit que ses convives avaient remis la partie, à cause de quelques affaires qui leur étaient survenues. Il m'enjoignit ensuite, suivant l'usage, d'aller sur ce bateau avec le mort et le jeune garçon pour pêcher quelques poissons, parce que ses amis devaient souper chez lui, me recommandant de revenir à la maison aussitôt que j'aurais fait une bonne capture. Je me mis en devoir d'obéir. Cette occasion réveilla en mon esprit mes premières idées de liberté, car alors je me trouvais sur le point d'avoir un petit navire à mon commandement.
Mon maître étant parti, je commençai à me munir, non d'ustensiles de pêche, mais de provisions de voyage, quoique je ne susse ni ne considérasse où je devais faire route, pour sortir de ce lieu, tout chemin m'étant bon. Mon premier soin fut de trouver un prétexte pour engager le mort à mettre à bord quelque chose pour notre subsistance. Je lui dis qu'il ne fallait pas que nous comptassions manger le pain de notre patron. Cela est juste, répliqua-t-il, et il apporta une grande corbeille de rusks ou de biscuits de mer de leur façon et 3 jarres d'eau fraîche. Je savais où mon maître avait placé son coffre à liqueur, qui cela était évident par sa structure, devait provenir d'une prise faite sur les Anglais. J'en transportais les bouteilles dans la chaloupe tandis que le mort était sur le rivage, comme si elles eussent été mises là auparavant pour notre maître. J'y transportais aussi un gros bloc de cire vierge qui pesait bien environ un demi-quintal, avec un paquet de fil ou ficelle, une hache, une scie et un marteau, qui nous furent tout d'un grand usage dans la suite, surtout le morceau de cire pour faire des chandelles. Puis j'essayai sur le mort d'une autre tromperie dans laquelle il donna encore innocemment. Son nom était Ismaël, dont les morts font Muli ou Moléi, ainsi l'appelai-je et lui dis-je, Moléi, les mousquets de notre patron sont à bord de la chaloupe, ne pourriez-vous pas vous procurer un peu de poudre et de plomb de chasse? Afin de tuer, pour nous autres, quelques alcamies, oiseaux semblables à notre courlieu, car je sais qu'il a laissé à bord du navire les provisions de la soute aux poudres. Oui, dit-il, j'en apporterai un peu, et en effet il apporta une grande poche de cuir contenant environ 1,5 livre de poudre, plutôt plus que moins, et une autre poche pleine de plomb et de balles, pesant environ 6 livres, et il mit le tout dans la chaloupe. Pendant ce temps, dans la grande cabine de mon maître, j'avais découvert un peu de poudre dont j'emplis une grosse bouteille qui s'était trouvée presque vide dans le bahut, après avoir transvasé ce qui y restait. Ainsi fournis de toutes choses nécessaires, nous sortîmes du Havre pour aller à la pêche. À la forteresse qui est à l'entrée du port on savait qui nous étions, on ne prit point garde à nous. À peine étions-nous à 1000 en mer, nous amenâmes notre voile et nous nous assîmes pour pêcher. Le vent soufflait nord-nord-est, ce qui était contraire à mon désir, car s'il avait soufflé sud, j'eusse été certain d'atterrir à la côte d'Espagne, ou au moins d'atteindre la baie de Cadix.
Mais ma résolution était, vente qui vente, de sortir de cet horrible lieu, et d'abandonner le reste au destin. Après que nous eûmes pêché longtemps et rien pris, car lorsque j'avais un poisson à mon hameçon, pour qu'on ne pût le voir je ne le tirai point dehors, nous ne faisons rien, dis-je au mort. Notre maître n'entend pas être servi comme ça, il nous faut encore remonter plus au large. Lui, n'y voyant pas malice, y consentit, et se trouvant à la proue, déploya les voiles. Comme je tenais la barre du gouvernail, je conduisis l'embarcation à une lieue au-delà, alors je mis en panne comme si je voulais pêcher et, tandis que le jeune garçon tenait le timon, j'allais à la proue vers le mort, et, faisant comme si je me baissais pour ramasser quelque chose derrière lui, je le saisis par surprise en passant mon bras entre ses jambes, et je le lançai brusquement hors du bord dans la mer. Il se redressa aussitôt, car il nageait comme un liège, et, m'appelant, il me supplia de le reprendre à bord, et me jura qu'il irait d'un bout à l'autre du monde avec moi. Comme il nageait avec une grande vigueur après la chaloupe et qu'il faisait alors peu de vent, il m'aurait promptement atteint. Sur ce, j'allai dans la cabine, et, prenant une des arquebuses de chasse, je le couchai en joue et lui dis, je ne vous ai pas fait de mal, et, si vous ne vous obstinez pas, je ne vous en ferai point. Vous nagez bien assez pour regagner la rive, la mer est calme, hâtez-vous d'y aller, je ne vous frapperai point, mais si vous vous approchez du bateau, je vous tire une balle dans la tête, car je suis résolu à recouvrer ma liberté. Alors il revira et nagea vers le rivage. Je ne doute point qu'il ne l'ait atteint facilement, car c'était un excellent nageur. J'eusse été plus satisfait d'avoir gardé ce mort et d'avoir noyé le jeune garçon, mais, là, je ne pouvais risquer de me confier à lui. Quand il fut éloigné, je me tournai vers le jeune garçon, appelé Chéri, et je lui dis, Chéri, si tu veux m'être fidèle, je ferai de toi un homme, mais si tu ne mets la main sur ta face que tu seras sincère avec moi, ce qui est juré par Mahomet et la barbe de son père, il faut que je te jette aussi dans la mer. Cet enfant me fit un sourire, et me parla si innocemment que je n'aurais pu me défier de lui, puis il fit le serment de m'être fidèle et de me suivre en tout lieu. Tant que je fus en vue du mort, qui était à la nage, je portai directement au large, préférant bouliner, afin qu'on pût croire que j'étais allé vers le détroit, comme en vérité on eût pu le supposer de toute personne dans son bon sens.
Car aurait-on pu imaginer que nous faisions route au sud, vers une côte véritablement barbare, où nous étions sûrs que toutes les peuplades de nègres nous entoureraient de leurs canots et nous désoleraient, où nous ne pourrions aller au rivage sans être dévorés par les bêtes sauvages ou par de plus impitoyables sauvages de l'espèce humaine. Mais aussitôt qu'il fit sombre, je changeai de route, et je gouvernai au sud-est, inclinant un peu ma course vers l'est, pour ne pas m'éloigner de la côte. Et ayant un bon vent, une mer calme et unie, je fis tellement de la voile, que le lendemain, à 3 heures de l'après-midi, quand je découvris premièrement la terre, je devais être au moins à 150 milles au sud de Salé, tout à fait au-delà des États de l'empereur de Maroc, et même de tout autre roi de par là, car nous ne vîmes personne. Toutefois, la peur que j'avais des morts était si grande, et les appréhensions que j'avais de tomber entre leurs mains étaient si terribles, que je ne voulus ni ralentir, ni aller à terre, ni laisser tomber l'ancre. Le vent continuant à être favorable, je naviguai ainsi 5 jours durant, mais lorsqu'il eut tourné au sud, je conclus que si quelque vaisseau était en chasse après moi, il devait alors se retirer, aussi hasardai-je d'atterrir et mouillai-je l'ancre à l'embouchure d'une petite rivière, je ne sais laquelle, je ne sais où, ni quelle latitude, quelle contrée, ou quelle nation. Je n'y vis pas ni ne désirais point y voir aucun homme, la chose importante dont j'avais besoin c'était de l'eau fraîche. Nous entrâmes dans cette crique sur le soir, nous déterminant d'aller à terre à la nage sitôt qu'il ferait sombre, et de reconnaître le pays. Mais aussitôt qu'il fit entièrement obscur, nous entendîmes un si épouvantable bruit d'aboiements, de hurlements et de rugissements de bêtes farouches dont nous ne connaissions pas l'espèce, que le pauvre petit garçon faillit en mourir de frayeur, et me supplia de ne point descendre à terre avant le jour. Bien, chérie, lui dis-je, maintenant je n'irai point, mais peut-être au jour verrons-nous des hommes qui seront plus méchants pour nous que des lions. Alors nous tirer à eux un coup de mousquet, dit en riant chérie, pour faire s'enfuir loin. Tel était l'anglais que Chéri avait appris par la fréquentation de nous autres esclaves. Néanmoins, je fus aise de voir cet enfant si résolu, et je lui donnai, pour le réconforter, un peu de liqueur tirée d'une bouteille du coffre de notre patron. Après tout, l'avis de Chéri était bon, et je le suivis, nous mouillâmes notre petite ancre, et nous demeurâmes tranquilles toute la nuit, je dis tranquille parce que nous ne dormîmes pas.
car durant 2 ou 3 heures nous aperçûmes des créatures excessivement grandes et de différentes espèces, auxquelles nous ne savions quel nom donner, qui descendaient vers la rive et couraient dans l'eau, en se vautrant et se lavant pour le plaisir de se rafraîchir. Elles poussaient des hurlements et des meuglements si affreux que jamais, en vérité, je n'ai rien ouï de semblable. Chéri était horriblement effrayé, et, au fait, je l'étais aussi, mais nous fûmes tous deux plus effrayés encore quand nous entendîmes une de ces énormes créatures venir à la nage vers notre chaloupe. Nous ne pouvions la voir, mais nous pouvions reconnaître à son soufflement que ce devait être une bête monstrueusement grosse et furieuse. Chéri prétendait que c'était un lion, cela pouvait bien être. Tout ce que je sais, c'est que le pauvre enfant me disait de lever l'ancre et de faire force de rame. Non pas, Chéri, lui répondis-je, il vaut mieux filer par le bout notre câble avec une bouée, et nous éloigner en mer, car il ne pourra nous suivre fort loin. Je n'eus pas plus tôt parlé ainsi que j'aperçus cet animal, quel qu'il fût, à 2 portées d'aviron, ce qui me surprit un peu. Néanmoins, aussitôt j'allai à l'entrée de la cabine, je pris mon mousquet et je fis feu sur lui, à ce coup il tournoya et nagea de nouveau vers le rivage. Il est impossible de décrire le tumulte horrible, les cris affreux et les hurlements qui s'élevèrent sur le bord du rivage et dans l'intérieur des terres, au bruit et au retentissement de mon mousquet, je pense avec quelque raison que ces créatures n'avaient auparavant jamais rien ouï de pareil. Ceci me fit voir que nous ne devions pas descendre sur cette côte pendant la nuit, et combien il serait chanceux de s'y hasarder pendant le jour, car tomber entre les mains de quelques sauvages était, pour nous, tout aussi redoutable que de tomber dans les griffes des lions et des tigres, du moins appréhendions-nous également l'un et l'autre danger. Quoi qu'il en fût, nous étions obligés d'aller quelque part à l'Égade, il ne nous restait pas à bord une pinte d'eau, mais quand, mais où, c'était là l'embarras. Chéri me dit que si je voulais le laisser aller à terre avec une des jarres, il découvrirait s'il y avait de l'eau et m'en apporterait. Je lui demandai pourquoi il y voulait aller, pourquoi ne resterait-il pas dans la chaloupe, et moi-même n'irais-je pas. Cet enfant me répondit avec tant d'affection que je l'en aimais toujours depuis. Il me dit, si les sauvages hommes venirent, eux mangez-moi, vous s'enfuir. Bien, chéri, m'écriai-je, nous irons tous deux, et si les hommes sauvages viennent, nous les tuerons, ils ne nous mangeront ni l'un ni l'autre.
Alors je donnai à Chéri un morceau de biscuit et à boire une gorgée de la liqueur tirée du coffre de notre patron, dont j'ai parlé précédemment, puis, ayant allé la chaloupe aussi près du rivage que nous le jugions convenable, nous descendîmes à terre, n'emportant seulement avec nous que nos armes et 2 jarres pour faire de l'eau. Je n'eus garde d'aller hors de la vue de notre chaloupe, craignant une descente de canots de sauvages sur la rivière, mais le petit garçon ayant aperçu un lieu bas à environ 1 mille dans les terres, il y courut, et aussitôt je le vis revenir vers moi. Je pensais qu'il était poursuivi par quelque sauvage ou épouvanté par quelque bête féroce. Je volai à son secours, mais quand je fus assez proche de lui, je distinguai quelque chose qui pendait sur son épaule. C'était un animal sur lequel il avait tiré, semblable à un lièvre, mais d'une couleur différente et plus long des jambes. Toutefois, nous en fûmes fort joyeux, car ce fut un excellent manger, mais ce qui avait causé la grande joie du pauvre Chéri, c'était de m'apporter la nouvelle qu'il avait trouvé de la bonne eau sans rencontrer de sauvages. Nous vîmes ensuite qu'il ne nous était pas nécessaire de prendre tant de peine pour faire de l'eau, car un peu au-dessus de la crique où nous étions, nous trouvâmes l'eau douce, quand la marée était basse elle remontait fort peu avant. Ainsi nous emplîmes nos jarres, nous nous régalâmes du lièvre que nous avions tué, et nous nous préparâmes à reprendre notre route sans avoir découvert un vestige humain dans cette portion de la contrée. Comme j'avais déjà fait un voyage à cette côte, je savais très bien que les îles Canaries et les îles du Cap-Vert n'étaient pas éloignées. Mais comme je n'avais pas d'instrument pour prendre hauteur et connaître la latitude où nous étions, et ne sachant pas exactement ou au moins ne me rappelant pas dans quelle latitude elles étaient elles-mêmes situées, je ne savais où les chercher ni quand il faudrait, de leur côté, porter le cap au large. Sans cela, j'aurais pu aisément trouver une de ces îles. En tenant le long de la côte jusqu'à ce que j'arrivasse à la partie où trafiquent les Anglais, mon espoir était de rencontrer en opération habituelle de commerce quelqu'un de leur vaisseau qui nous secourrait et nous prendrait à bord. Suivant mon calcul le plus exact, le lieu où j'étais alors doit être cette contrée s'étendant entre les possessions de l'empereur de Maroc et la Nigricie, contrée inculte, peuplée seulement par les bêtes féroces. Les nègres l'ayant abandonné et s'étant retirés plus au midi, de peur des morts, et les morts dédaignant de l'habiter à cause de sa stérilité. Mais au fait les uns et les autres y ont renoncé parce qu'elle est le repère d'une quantité prodigieuse de tigres, de lions, de léopards et d'autres farouches créatures, aussi ne sert-elle aux morts que pour leur chasse, où ils vont, comme une armée, 2 ou 3 000 hommes à la fois.
Véritablement durant près de 100 milles de suite sur cette côte nous ne vîmes pendant le jour qu'un pays agreste et désert, et n'entendîmes pendant la nuit que les hurlements et les rugissements des bêtes sauvages. Une ou deux fois dans la journée je crus apercevoir le pic de Tenerife, qui est la haute cime du mont Tenerife dans les Canaries. Et j'eus grande envie de m'aventurer au large dans l'espoir de l'atteindre, mais l'ayant essayé 2 fois, je fus repoussé par les vents contraires, et comme aussi la mer était trop grosse pour mon petit vaisseau, je résolus de continuer mon premier dessein de côtoyer le rivage. Après avoir quitté ce lieu, je fus plusieurs fois obligé d'aborder pour faire égade, et une fois entre autres qu'il était de bon matin, nous vînmes mouiller sous une petite pointe de terre assez élevée, et la marée commençant à monter, nous attendions tranquillement qu'elle nous portât plus avant. Chéri, qui, à ce qu'il paraît, avait plus que moi l'œil au guet, m'appela doucement et me dit que nous ferions mieux de nous éloigner du rivage. Car regardez là-bas, ajouta-t-il, ce monstre affreux étendu sur le flanc de cette colline, est profondément endormi. Chéri, lui dis-je, va à terre, et tue-le. Chéri parut effrayé, et répliqua, moi tuer, lui mangez-moi d'une seule bouche, il voulait dire d'une seule bouchée. Toutefois, je ne dis plus rien à ce garçon, seulement je lui ordonnai de rester tranquille, et je pris notre plus gros fusil, qui était presque du calibre d'un mousquet, et, après y avoir mis une bonne charge de poudre et 2 lingots, je le posai à terre, puis en chargeai un autre à 2 balles, et le troisième, car nous en avions 3, je le chargeai de 5 chevrotines. Je pointai du mieux que je pus ma première arme pour le frapper à la tête, mais il était couché de telle façon, avec une patte passée un peu au-dessus de son mufle, que les lingots l'atteignirent à la jambe, près du genou, et lui brisèrent l'os. Il tressaillit d'abord en grondant, mais sentant sa jambe brisée, il se rabattit, puis il se dressa sur 3 jambes, et jeta le plus effroyable rugissement que j'entendis jamais. Je fus un peu surpris de ne l'avoir point frappé à la tête. Néanmoins je pris aussitôt mon second mousquet, et quoiqu'il commençât à s'éloigner je fis feu de nouveau. Je l'atteignis à la tête, et j'eus le plaisir de le voir se laisser tomber silencieusement et se raidir en luttant contre la mort. Chéri prit alors du cœur, et me demanda de le laisser aller à terre. Soit, va, lui dis-je. Aussitôt ce garçon sauta à l'eau, et tenant un petit mousquet d'une main, il nagea de l'autre jusqu'au rivage.
Puis, s'étant approché du lion, il lui posa le canon du mousquet à l'oreille et le lui déchargea aussi dans la tête, ce qui l'expédia tout à fait. C'était véritablement une chasse pour nous, mais ce n'était pas du gibier, et j'étais très fâché de perdre 3 charges de poudre et des balles sur une créature qui n'était bonne à rien pour nous. Chéri, néanmoins, voulait en emporter quelque chose. Il vint donc à bord, et me demanda de lui donner la hache. Pourquoi faire, chéri, lui dis-je. Moi trancher sa tête, répondit-il. Toutefois chéri ne put pas la lui trancher, mais il lui coupa une patte qu'il m'apporta, elle était monstrueuse. Cependant je réfléchis que sa peau pourrait sans doute, d'une façon ou d'une autre, nous être de quelque valeur, et je résolus de l'écorcher si je le pouvais. Chéri et moi allâmes donc nous mettre à l'œuvre, mais à cette besogne Chéri était de beaucoup le meilleur ouvrier, car je ne savais comment m'y prendre. Au fait, cela nous occupa tous deux durant la journée entière. Enfin nous en vîmes à bout, et nous l'étendîmes sur le toit de notre cabine. Le soleil la sécha parfaitement en 2 jours, je m'en servis ensuite pour me coucher dessus.